Chapitre 19. Enfin les Moluques. La flottille fit voile vers Mindanao. À l'extrémité méridionale de cette grande île, laquelle est elle-même située à l'extrémité méridionale de l'archipel que Magellan avait découvert, dans une petite île nommée Sarangani, les voyageurs rencontrèrent des marins qui connaissaient le chemin des îles Moluques. Espinosa et Del Cano leur proposèrent de les engager comme pilotes, mais comme aucun de ces hommes ne semblait disposé à accepter leur offre, les capitaines donnèrent l'ordre que 2 d'entre eux fussent enlevés. « Vous ne regretterez pas l'aide que vous allez nous apporter. Vous verrez comme nous aurons soin de vous, » disaient les ravisseurs. L'un des 2 ne voulut rien entendre. Au moment où les nefs levaient l'ancre, il plongea dans la mer et regagna son île. L'autre, moins hardi, moins sûr de lui, allait pourtant se montrer le meilleur des guides. Nous passâmes par 8 îles habitées et inhabitées, placées sur un chemin, nota Pigafetta. Et voici une île plus grande, dit un matin le pilote, c'est Sangui. Nous avons parcouru la moitié de la route. Suivit un nouveau chapelet d'îles, 6 d'abord, et encore 2, et à 14 lieues de ces 2, 4 petites îles élevées au levant. Celles-ci sont déjà les Moluques, dit le pilote. Des montagnes vertes sous le ciel bleu, les îles bienheureuses, les îles des épices, comme elles sont belles. De Sarangani jusqu'ici, il nous aura suffi d'une dizaine de jours, alors que nous avons perdu tant de temps, grommelait Espinosa, en courant vers la proue avec Pigafetta. Comme il aurait été heureux, Magellan, s'exclama Pigafetta, couché sur le mât de Beaupré, pour mieux voir au loin. Vous avez raison, pensons à Magellan, reprit le capitaine. Il convient de saluer sa mémoire et d'exprimer le bonheur que nous ressentons. Canonnier, à vos pièces. Au même instant, à la proue de la Victoria, Del Cano confiait à son second. Certes, il était comme il était, le Portugais, ce Magellan. Mais il a eu raison sur toute la ligne. C'était un vrai grand bonhomme. Et tourné vers le pont de hurler. Canonnier, à vos pièces! Feu! Feu! Une double salve, accompagnée de vibrants hurrahs, marqua l'arrivée aux Moluques. Le surlendemain, le vendredi 8 novembre 1521, 27 mois moins 2 jours après le départ de Séville, l'artillerie fut à nouveau déchargée joyeusement lorsque la Trinidad et la Victoria firent leur entrée dans un port recommandé par le pilote, le port de l'île de Tidor. Le jour suivant, alors que les voyageurs n'ont pas encore eu le temps de débarquer, un prao, remarquable par le baldaquin de soie qui s'élève en son milieu, s'approche des navires et en fait lentement le tour. Devinant qu'il s'agit là de l'embarcation d'un notable, peut-être de celle du roi en personne, Espinosa et Del Cano font mettre une chaloupe à la mer pour aller à sa rencontre. Je suis le sultan Almansor, je vous souhaite la bienvenue, dit d'un ton majestueux l'homme installé sous le baldaquin. Il est coiffé d'un turban couronné de fleurs, tout vêtu de blanc, et les manches de sa chemise sont brodées d'or. Assis devant lui, 2 hommes portent des vases d'or pleins d'eau, et entre eux, un enfant tient le sceptre royal. 2 autres hommes portent des vases pleins de bétel. « Sire, votre majesté nous fera-t-elle l'honneur de monter à notre bord ?» propose Espinosa, avec d'autant plus de politesse qu'il ne parle qu'à peine le malais. « J'accepte d'autant plus volontiers que je vous attendais, » répond le sultan. « Vous nous attendiez, sire ?» s'étonne Del Cano, mais sans trop marquer sa surprise, pensant que Pigafetta, si bien doué pour les langues, éclaircira ce mystère. Les capitaines baisent les mains d'Almansor et l'accompagnent jusqu'au carré de poupe de la Trinidad où Pigafetta les rejoint. Pigafetta présente au sultan, sur ses 2 bras largement écartés, une robe de velours jaune à la turque. Sa majesté accepte de revêtir cet habit qu'on lui offre, puis elle prend place sur une chaire de velours rouge et, pour lui faire plus d'honneur, tous ceux qui l'entourent s'asseyent à terre auprès d'elle. Ainsi, ô grand sultan, vous nous attendiez, reprend Del Cano. Grâce à la traduction de Pigafetta, le discours d'Almansor devient parfaitement intelligible. Je suis astrologue, dit-il. Je savais que des navires viendraient d'un lointain et étrange pays jusqu'aux Moluques. Mes peuples et moi, poursuit Almansor, nous voulons être les vrais amis
et les fidèles vassaux du roi d'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle de notre pays? Mais ce n'est pas possible, bredouillent en même temps les capitaines. Je veux que mon île ne se nomme plus Tidor, mais Castille, pour l'amour que je porte à votre roi, monseigneur. Sire, demande Pigafetta, comment connaissez-vous l'Espagne, la Castille, notre roi? Nous recevons ici des commerçants. Nous savons à qui nous vendons nos épices. Messieurs les capitaines, je vais donner des ordres pour que vous puissiez remplir vos cales de clous de girofle. Je n'aime pas que les Portugais raflent toutes nos marchandises. Les Portugais? Vous connaissez aussi l'existence des Portugais? Demande Pigafetta. Nous en avions un il n'y a pas si longtemps, dans l'île de Trénat, une île voisine. Il s'appelait Francisco Serrao. Mais c'était l'ami de notre capitaine général, l'ami de Magellan, et peut-être le cousin de Joao Serrao, l'un de nos officiers, s'écriait Spinoza. C'est lui, Francisco Serrao, qui a incité Magellan à entreprendre son expédition. C'est un peu grâce à lui que nous sommes ici, ajoute Pigafetta. Nous aimerions le rencontrer, dit Elcano, qui ne veut pas être en reste. Il est mort, dit le sultan. Aussitôt il ajoute, sans doute pour que l'entrevue ne se termine pas sur une pénible nouvelle, descendez à terre, ainsi qu'en vos propres maisons, messieurs les Espagnols. Pour votre commerce, je vais faire construire un bâtiment où vous pourrez entreposer vos marchandises et recevoir les épices. Et comme la production de notre île ne suffira pas à remplir vos 2 navires, je vais faire venir d'autres îles des sacs de girofle. Pour récompenser d'aussi bonnes paroles, les capitaines comblent de cadeaux le prince et les notables qui accompagnent le sultan. Assez, assez, dit Almansor. Moi, je n'aurai rien à offrir au roi d'Espagne, sinon ma propre vie. Sur ces paroles, à la fois modestes et fortes, il se retire. Dans les jours qui suivirent, Pigafetta, en flânant à travers la ville, glana des renseignements qui lui permirent de compléter le portrait d'Almansor. Le sultan, qui était mort, habitait une grande maison hors de la cité, avec 200 femmes pour épouses et autant d'autres pour les servir. Chaque famille de son royaume était tenue de lui donner 1 ou 2 filles. Il avait 26 enfants, 8 mâles et le surplus de filles, note Pigafetta, ce qui était bien peu. En effet, Almansor n'était pas ambitieux, comme par exemple ces 2 rois morts de la grande île proche d'Halmahera, dont l'un avait 525 enfants et l'autre 600. Pigafetta apprit également dans quelles circonstances Francisco Serrao avait perdu la vie. Un jour, qu'il était venu dans l'île de Tidor pour acheter des clous de girofle, il avait été assassiné, empoisonné, avec des feuilles dites de bétel par le sultan Almansor. Ce crime était un épisode de la guerre qui opposait Almansor, roi de Tidor, à Abuleis, roi de Trénat. L'ami de Magellan, Francisco Serrao, était devenu le capitaine général du roi de Trénat. Certains disaient même qu'il portait le titre de vice-roi. Or, cet audacieux aventurier avait en fait une fille d'Almansor que son maître, Abuleis, avait épousée. Almansor s'était vengé dès qu'il avait pu et il poursuivait de sa haine la femme et les 2 enfants de Serrao qui vivaient encore dans l'île de Trénat. Ainsi, le caractère de ce sultan si affable, si libéral, si chevaleresque, si fervent partisan de la couronne d'Espagne n'était pas en tout point admirable. Cependant, les navigateurs n'avaient pas à se plaindre de lui. La maison de commerce promise avait été construite et bientôt le marché battit son plein. Après quelques fluctuations, les cours furent définitivement arrêtés. Pigafetta en nota le détail dans ses carnets. Pour 10 brasses de drap rouge assez bons, on nous donnait un bahar de girofle. Pour 15 brasses de drap peu bons, un bahar. Pour 15 cognets, un bahar. Pour 35 verres, un bahar. Et pour 50 couteaux, ou 50 ciseaux, ou 40 bonnets, ou un quintal de métal, toujours un bahar. Plusieurs jours durant, le fiévreux commerce, pour lequel ces voyageurs avaient entrepris de faire le tour du monde, continua et les cales se remplirent. Parlant de ce que ses compagnons offraient pour le troc, Pigafetta nota encore dans son journal, sans remords, mais non sans quelque regret, beaucoup de ces choses provenaient des susdites jonques que nous avions prises,
et la hâte que nous avions de revenir en Espagne nous fit donner nos marchandises à meilleur marché que nous eussions dû.